Eh bien, un grand bonjour, un grand bonsoir, pardon, à tout le monde. Ravi de vous retrouver pour ce premier atelier dans le cadre de la Semaine du cerveau. Et donc, j'ai l'honneur d'ouvrir ce soir un atelier qui porte sur le numérique éclairé au regard des apports des neurosciences. Et donc, nous avons la chance d'écouter ce soir Jérémy Lucia qui viennent du lycée international de Villanueva la Cañada. On a Niebes et Ainhoa du lycée français de Tenerife et Rosario qui est du lycée Gran Canaria. Donc, nous tenons particulièrement à vous remercier puisque vous êtes engagés depuis maintenant 4 ans dans une recherche-action qui vous a amené en fait à adopter une posture de chercheur praticien. Et en fait, je vais vite me taire pour vous écouter parce que vous avez travaillé dur, vous avez travaillé fort comme des chercheurs. Donc, un grand Oui, merci pour votre témoignage et un grand merci de nous partager votre réflexion. Donc, nous sommes 5 enseignants de la zone ibérique Espagne, de 3 lycées du réseau MLF. Alors, il y a le lycée français international Molière, comme Audrey vous l'a dit, de Villanueva de la Cañada à Madrid. Il y a le lycée français international de Gran Canaria. Et enfin, le lycée Jules Verne de Tenerife aux îles Canaries. Alors, nous sommes honorés de participer à la 24e semaine du cerveau et à la fois impressionnés de figurer parmi des chercheurs de renom. Aussi, nous vous demandons votre indulgence. Merci à Pascal et Audrey de votre soutien. Cette recherche à action en neurosciences, organisée par la MLF et dirigée par Pascal Toscani, a commencé en 2018. Nous sommes mis en posture d'enseignants-chercheurs, sans l'être véritablement. Et en ce moment, on est en plein dans la phase d'expérimentation. Elle n'est pas encore terminée à ce jour. Extraordinairement inventive, notre mémoire est aussi terriblement fragile. Tout au long de l'histoire, l'homme a fait appel à de nombreux supports externes pour consolider, amplifier sa mémoire interne. Ce sont des béquilles mnésiques. Alors, ces prothèses physiques, elles permettent de pallier les défaillances de notre mémoire. Cette fonction cognitive que nous permet d'enregistrer, à la fois de synthétiser, de conserver, mais aussi de récupérer des informations, et plus encore d'anticiper le futur proche. Mais la mémoire du futur nous ramène au temps présent, selon Francis Eustache. La mémoire, c'est avant tout un voyage mental qui nous permet d'agir. Alors, dans l'irruption d'Internet et des technologies du numérique, la mémoire nous échappe. Entre les ordinateurs, les smartphones, les tablettes, qui nous permettent d'accéder en un clin d'œil à la super mémoire du monde, qui est devenue le web, on peut y cueillir tous les savoirs, copiables, collables, et il n'est plus indispensable d'apprendre par cœur. Jamais notre mémoire ne s'est trouvée à ce point hors de nos têtes. Alors, non moins important, vivre dans un monde toujours plus rempli d'informations de surface, comme celles que l'on trouve en surfant sur le web, stimule une mémoire du passé immédiat, voire dans le meilleur cas, une mémoire du travail surdimensionnée, capable de traiter simultanément de multiples informations. Pourtant, réfléchir aux conséquences de l'externalisation de la mémoire humaine ne date pas d'hier. Le mythe de Thoth, ce dieu égyptien qui aurait inventé l'écriture, aborde déjà le thème de la mémoire, et plus précisément celui de l'utilité des nouvelles technologies. Ici, l'écriture, vis-à-vis de la mémoire humaine. En fait, le thème sous-jacent abordé par ce mythe est celui du bien fondé des techniques et des innovations technologiques. En ce qui concerne la rétention de l'information, Jaffar, déjà en 2008, exprimait l'importance et l'intérêt de mémoriser, surtout dans le monde d'aujourd'hui, où nous confions bien trop souvent notre mémoire aux supports électroniques et informatiques. Cet effet de démémorisation ou d'externalisation de la mémoire constitue donc un nouvel enjeu et un défi important dans la société d'aujourd'hui. De plus, la mémoire, comme un système qui rend possible l'utilisation dans le présent des connaissances acquises du passé. Et alors, il est urgent de l'entraîner, cette mémoire, d'être apte à se remémorer les informations rapidement et donc de savoir utiliser sa mémoire. Par ce travail d'action-recherche commun, nous souhaitons modestement renouveler nos pratiques, nous adapter aux nouvelles générations, familiariser au numérique
et permettre d'optimiser les compétences mnésiques de nos élèves dans plusieurs classes de lycée. Alors, nos lectures scientifiques nous ont appris plusieurs aspects. Déjà que la plasticité cérébrale pendant le développement et que la mémoire de travail permet de potentialiser et d'améliorer, notamment avec un lien avec l'environnement. Le système éducatif actuel est anachronique et devrait être remplacé. Les étudiants aujourd'hui pensent et traitent l'information différemment. Un auteur compare d'ailleurs et cite en parlant de natifs numériques par rapport aux anciennes générations qui apprennent et adoptent ces nouvelles technologies. L'interactivité des technologies de l'information favorise le maintien de l'attention, de même que le matériel audiovisuel favorise le stockage des informations. Comme vous pouvez le voir ici sur cette courbe d'apprentissage, la courbe des Bingos, on observe l'évolution du taux de rétention mnésique à divers intervalles après le premier apprentissage. On voit très vite que la perte mnésique est très rapide, notamment dans les 10 premières minutes. Et au bout du premier jour, on est déjà à une perte de 58%. Ensuite, on peut constater que la vitesse ralentit. Mais qu'est-ce qui se passe à long terme? Bien, effectivement, ici, l'absence de répétition, de consolidation, les informations se perdent de manière irréversible. La répétition, alors, permet de corriger la perte de mémoire, comme on peut le voir sur les résultats qui sont représentés ici. Le constat est décevant. Mais si les apprenants oublient aussi rapidement, peut-être que cela serait lié aux formations dispensées qui ne respectent pas toujours la pédagogie et qui seraient nécessaires, notamment pour une meilleure rétention. Être adapté au rythme d'assimilation des nouvelles informations transmises. Alors, nous avons constaté plusieurs difficultés dans l'apprentissage de nos élèves. Certains cherchent à apprendre par cœur sans comprendre les informations. D'autres, au contraire, rencontrent des problèmes pour restituer des leçons qui les aideraient à raisonner, ont des difficultés à évoquer et retenir les connaissances. Parfois, ont des difficultés aussi pour porter un jugement critique, notamment sur les résultats obtenus dans le cadre d'une modélisation. La conséquence principale de cette situation est la démotivation et le sentiment de frustration que les élèves, voire même les professeurs peuvent avoir, notamment pendant le processus d'enseignement-apprentissage. Alors finalement, certains de nos élèves ont un problème avec ces compétences mnésiques. Peut-être serait-elle en cause et liée à des méthodes d'apprentissage qui leur font perdre leur motivation et donc leur investissement. Aussi, nous sommes arrivés à notre hypothèse de travail. On s'est dit que si nous proposions aux élèves des activités numériques en comparaison avec un groupe témoin, d'élèves qui travaillent avec des activités de format plus classique, alors leur mémoire devrait s'améliorer. Les activités numériques favoriseraient ainsi la mémoire, le maintien de l'attention et le stockage des informations nécessaires à l'acquisition des connaissances pour les apprentissages ultérieurs. Bonsoir à tous. Notre objectif général est centré en aider les élèves à optimiser la mémoire dans les apprentissages complexes pour qu'ils sont dans une démarche métacognitive, les rendant plus autonomes pour mémoriser et résoudre des questions problèmes. Et l'objectif spécifique qu'on a proposé est comparer les performances scolaires avec les différentes modalités d'activité sur la mémoire numérique versus analogique. Bonsoir à tous. En relation avec la méthodologie, le groupe d'études est composé d'élèves de secondaire, troisième et de spécialité bac et bac et première terminale, afin de valider ou d'invalider notre hypothèse. Et nous avons comparé des groupes d'élèves auxquels on a proposé des activités classiques avec d'autres qu'on a proposé des activités numériques, c'est-à-dire en utilisant exclusivement les nouvelles technologies pour développer ces activités. Et ce tableau montre les matières dans lesquelles nous avons travaillé, le contenu spécifique
et si elles ont été travaillées numériquement ou traditionnellement, ainsi que le nombre d'élèves qui ont participé à l'étude. D'autre part, nous avons établi dès le départ les critères et les indicateurs qui nous permettront de vérifier notre hypothèse initiale. Et les critères qui permettent d'évaluer ce que l'élève devrait atteindre au sein des connaissances et des compétences sont les suivants. L'apprenant apprendra à se questionner sur les points importants à retenir du cours et l'élève apprendra à retenir ces points. Et quant aux indicateurs qui montrent les décrets de développement d'un critère, les élèves formulent 5 mots clés liés au contenu travaillé en classe. L'élève doit formuler 5 mots-clés en se référant au contenu abordé au cours précédent. Et il doit faire une préparation d'une synthèse, un contrôle un mois plus tard pour mesurer le degré de rétention de ces contenus, et la création de questions clés à poser à leurs camarades de classe, et finalement une explication du contenu du cours aux camarades de classe ou un professeur. Et les activités proposées et qui se déroulent sur 6 sessions sont basées sur les indicateurs établis et sont présentés dans ces diapositives. Nos élèves étaient au courant du projet. Nous avons réalisé une activité précédente qui a consisté à informer les élèves sur le projet. Et nous avons fait une présentation sur le cerveau et son fonctionnement en relation avec l'apprentissage, afin de favoriser le processus d'assimilation des connaissances. Et quant aux outils utilisés par les enseignants, ils diffèrent selon quel groupe travaille avec les nouvelles technologies ou avec les méthodes traditionnelles, en prédominant les outils technologiques ou classiques. Et en ce qui concerne l'évaluation de l'acquisition des contenus du programme, et qu'il soit travaillé de manière numérique ou traditionnelle, il correspond à la méthode de travail utilisée. Dans cette diapositive, nous montrons une évaluation classique des élèves en papier et une autre évaluation numérique. Ainhoa et moi, en tant qu'enseignants d'art visuel et d'histoire de l'art, avons commencé par l'explication théorique du même sujet, les graphismes et l'affiche. Ma collègue utilisant la méthodologie traditionnelle et moi les deux, une sorte d'hybride entre les traditionnels et les numériques. Nous avons choisi pour l'option consistant à interroger les élèves sur les concepts de mémoire et sa signification par le biais d'un questionnement oral et d'une participation active de leur part. Les élèves sont ensuite invités à faire des recherches sur les concepts, qui sera corrigé sous forme d'activité dans le cours suivant. Il convient de souligner que les activités transversales organisées dans les écoles, telles que la semaine d'orientation par exemple, ont interrompu la planification initiale des séances, mais ont eu un impact indirect sur l'utilisation accrue de la mémoire par les élèves. Au cours de la session suivante, un des groupes a fait un Google Form rappelant 5 mots du dernier cours dont il se souvenait, n'ayant que 5 minutes pour le faire au début du cours, tandis que l'autre groupe l'a fait avec la méthodologie traditionnelle et pendant les cours précédents, l'évaluation finale. Un des étudiants a fait un caout avec les conseils, les clés et les sujets travaillés en classe, et tous ont joué comme une révision pour cette évaluation. Et dans cette épreuve commune aux 2 groupes, ils seraient interrogés sur la leçon expliquée et pourraient volontairement ajouter un point bonus s'ils se souvenaient du concept de mémoire que nous avions partagé en classe lors de la correction de l'activité. Bonjour, je m'appelle Maë. Et moi je m'appelle Lara. Et nous sommes des étudiantes en biologie au lycée français international Grande Canarie. Et nous allons répondre à des questions que nous a posées notre professeur sur nos méthodes de travail et nos connaissances en biologie. Bonjour, je suis Candela et je suis en terminale de Bachibac. Bonjour, nous
sommes Alexia, Maria et Nayeli et nous sommes des élèves de terminale du lycée français international de Gran Canaria. Il y a peu, nous avons fait un travail sur la mémoire dans lequel nous devons répondre comme maintenant à des questions sur le thème de la mémoire et ce qui encourage à avoir une meilleure mémoire. Et donc du coup, le fait de la bonne alimentation avec les bons aliments, le sommeil, la lecture, etc., ça permet de savoir ce qui est bon ou pas pour la mémoire et donc du coup d'améliorer nos compétences à retenir des informations au niveau des termes et des informations dans la matière de biologie. Est-ce que savoir un peu plus sur la mémoire et les facteurs qui la favorisent vous ont encouragé à les mettre en pratique pour améliorer votre mémoire? Depuis que j'ai plus de connaissances sur le fonctionnement de la mémoire, j'ai pu acquérir plus de connaissances en moins de temps. Par exemple, avec l'utilisation de flashcards en histoire. Et toi, Nayeli? Moi, personnellement, j'utilise la méthode de répétition pour les matières où on doit mémoriser le plus, par exemple en biologie. Tout à fait, ces connaissances qu'on a apprises, on les a mises en place tous les jours et moi personnellement, je peux vous dire que j'ai amélioré mes heures de sommeil et j'ai vu un changement en, par exemple, biologie. Donc, moi, personnellement, je pense que le fait de connaître le fonctionnement de la mémoire et le cerveau, c'est quelque chose de, tout d'abord, très intéressant, mais aussi quelque chose de très utile, puisque je peux, si je connais le procès qui a mon cerveau pour apprendre des choses et de retenir toutes ces informations et les stocker et puis les utiliser, si je connais cela, je peux après changer la façon dont je apprends. Je peux changer les méthodes d'apprentissage et pour retenir plus de choses ou pas. Et cela peut changer ma vie académique. Donc, je pense que c'est vraiment, c'est quelque chose de vraiment utile. Par contre, je dirais pas que c'est quelque chose qui m'a encouragée, puisque, à mon avis, il y a d'autres choses qui peuvent m'encourager plus que cela, mais bon. Oui, les connaissances sur la mémoire sont indispensables pour savoir quelles méthodes sont plus adaptées à nous et à nos besoins et surtout au contenu qu'on donne dans les classes, par exemple en biologie. On a plus de besoin de plus d'informations et plus de façons de schémas et des rédactions et des informations écrites. Et par exemple en histoire, je crois, de mon avis, je crois que les documents sur par exemple des événements du passé sont très importants pour nous illustrer sur le contenu, par exemple. Pensez-vous que les activités numériques réalisées favorisent l'apprentissage et la rétention des contenus importants? Je pense que les petits QCM, questions à choix multiples qu'on fait en histoire et biologie, m'ont aidé personnellement à me rendre compte des informations que j'ai bien retenues et celles que je dois consolider mieux. Et toi, Maria? Dans mon cas, utiliser la technologie pour l'apprentissage m'a aidé à acquérir les connaissances nécessaires dans les différentes matières. Par exemple, les jeux dynamiques, c'est une vidéo et qui fait une pause et nous pose des questions, m'ont aidé à consolider ces idées. En classe, on a utilisé une méthode avant de commencer les cours et on doit écrire 5 mots-clés du cours précédent pour voir si on a bien mémorisé toutes les connaissances. Cette technique m'a paru utile car revenir à ce que j'ai déjà appris me fait consolider mieux les connaissances. Dans mon cas, la répétition de mots ne m'a pas aidé à retenir les mots-clés, par exemple dans biologie, car je pense que pour mon type de mémoire, il y a d'autres techniques pour apprendre. Notre professeur de biologie a instauré quelques activités parfois où on met des mots-clés dans certains thèmes pour avoir les bases de ce thème, du coup après comprendre plus la complexité et des termes plus spécifiques. Mais en tout cas, tout ce qui est plus le travail de la mémoire qui nous a permis d'améliorer nos compétences de mémorisation,
les activités que nous propose notre professeur, comme récapituler certains mots ou faire un bilan des thèmes, bien sûr qu'elles nous ont aidés pour apprendre et pour mieux connaître tout ce qui est la biologie et son fonctionnement. Préférez-vous le numérique ou l'apprentissage classique? À mon avis et personnellement, je pense qu'un mix des deux serait l'idéal. J'utilise des schémas et je fais mes propres cartes mentales à main parce que je pense que ça stimule mon cerveau, mais aussi j'aime bien les outils numériques comme les flashcards car je pense que c'est plus interactif et dynamique. Moi, j'utilise le numérique pour les informations et les recherches et la méthode classique pour me faire travailler un peu plus et penser. Bon, premièrement, notre établissement utilise des iPads avec une connexion à Internet et je pense que c'est quelque chose de très utile puisque pour la rétention des connaissances et contenus vus en classe, c'est quelque chose de plus facile. Et de plus, on a la recherche à Internet qui est plus facile et plus variée. Ayant eu une éducation non numérique en primaire, je peux témoigner de ce que c'est le fait de la différence entre avoir des éléments numériques et technologiques et à ne pas en avoir et garder les livres. Et on peut dire qu'au niveau de recherche d'information, de présentation et de développement et de diversité, comme a dit Lara avant, d'information, c'est beaucoup plus pratique d'avoir cette connexion Internet et surtout les iPads. On n'a pas besoin d'être avec les ordinateurs et c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus pertinent que juste le point de vue d'un seul livre. Et finalement, l'usage des appareils numériques, je pense que c'est quelque chose de très utile. D'ailleurs, moi j'utilise un iPad et cela m'a aidé vraiment pour mémoriser des concepts ou des définitions, puisque moi j'ai une application qui sont des flashcards où je peux penser à un concept peut-être et après retourner le flashcard et voir la réponse. Et c'est une façon très facile de le faire avec l'iPad parce que je ne dois pas écrire tous ces flashcards et c'est beaucoup plus facile de le faire dans l'iPad par exemple. Mais aussi on peut faire des vidéos et retenir les informations avec les vidéos qu'on fait avec l'iPad. Et en général, l'utilisation des appareils numériques, à mon avis, c'est quelque chose de très important et qui peut aider beaucoup la vie académique et pourtant la mémoire. D'accord. Et est-ce que tu crois que le système éducatif devrait incorporer plus la technologie dans l'éducation? Bah, je crois pas, car nous les étudiants on utilise déjà beaucoup l'Internet à la maison pour étudier, pour chercher des nouvelles façons pour apprendre. Par exemple, en Internet, on trouve en 3 minutes beaucoup de schémas différents sur quelque chose, ou beaucoup d'explications qui varient dépend de la personne qui les donne. Et bon, je crois que dans l'école, ça suffit avec les explications que le prof peut donner, et avec les livres, on a quelques illustrations qui nous servent et qui suffisent. En conclusion, nous pensons que tous les étudiants devraient savoir le fonctionnement de leur mémoire. Bonjour. En arrivant au terme de notre présentation, on doit dire que notre travail est encore en cours. Et nous n'avons pas encore des résultats. On ne peut donc que rendre une conclusion partielle ou une réflexion de ce que l'on pense qu'on va obtenir en ayant déjà un regard de ce qui se passe dans nos classes. Une des questions qu'on s'est posées, c'était si on apprend mieux avec l'éthique ou pas.
Quand on introduit des innovations en tant qu'enseignant, on est aussi dans le processus d'apprentissage. Du coup, on pense qu'on n'aura pas des résultats tangibles qu'au bout d'1 an ou 2 ans dans notre classe. Premièrement, nous pensons que le fait d'avoir demandé aux élèves de réaliser leurs recherches sur la mémoire ou de leur avoir expliqué le fonctionnement du cerveau et de la mémoire va les aider à comprendre et analyser leur propre démarche pour mieux retenir. Ainsi que le fait d'introduire ces routines de travail en classe a donné de l'assurance aux élèves. Le fait de savoir à l'avance de quelle manière on va travailler leur a aidé à mieux fixer les objectifs, à voir plus clairement l'organisation du cours, à avoir un modèle, vraiment un patron d'apprentissage. Le fait de leur demander aussi à chaque fois cette routine de chercher les mots-clés ou de créer les questions pour questionner les camarades, les oblige à approfondir leurs pensées pour choisir les contenus les plus importants, ce qui va les aider à mieux retenir. Et encore, le fait de se questionner entre eux, se corriger, se faire des retours sur leurs erreurs sera clé aussi pour la rétention. On pense donc que peut-être dans notre expérience, on n'aura pas tellement de différence entre les classes qui ont travaillé de manière classique et celles qui ont travaillé avec des activités numériques, tant qu'on a introduit tous les mêmes routines. En principe, on pense aussi que nos élèves faisant partie de cette génération Z, dont on a parlé, les natifs numériques, ils sont vraiment attirés par les outils technologiques et ils traitent différemment les informations que les générations précédentes. Ils vont avoir une organisation de l'information particulière. Le fait de leur présenter ces activités numériques devrait avoir une influence sur leur motivation. Or, on sait que ce qu'on fait par plaisir est généralement mieux fait et permet d'améliorer l'estime de soi, leur proportionne une satisfaction, ce qui permettra de pérenniser les nouveaux acquis. En même temps, nous pensons que l'interactivité des technologies les oblige aussi à maintenir l'attention, ce qui va les aider à mieux mémoriser les informations. De même que le matériel audiovisuel favorise le stockage des informations. Cette autonomie dans l'environnement digital de nos élèves exige plus de communication entre l'enseignant et l'étudiant, une communication de qualité et avec plus d'attention. Le lien, en fait, entre les compétences et le développement de nouvelles capacités. Par contre, on sait aussi que la fatigue mentale arrive plus vite. Avec les écrans, il y aura plus de tâches simples à réaliser. Ce n'est pas pareil de passer une simple page en papier que le faire avec l'écran. Un autre inconvénient peut être aussi que la démotivation peut arriver trop vite aussi. Par exemple, si l'objectif de l'activité proposée s'éloigne trop de ce qu'ils auraient pensé ou espéré, on peut perdre l'engagement dans la tâche et on ne réussira pas à fixer l'apprentissage. Un autre aspect à tenir compte est que la motivation ne garantit pas toujours de bons résultats. C'est le paradoxe préférence-succès. Nous pensons qu'il faut rester sur un apprentissage hybride entre le numérique et le classique. Et on ne peut pas abandonner le papier, écrire, lire, réaliser des cartes mentales, car les différents types de matériaux utilisés, classiques ou numériques, vont mobiliser des capacités différentes. Et il nous intéresse de développer de différentes compétences cognitives, mnésiques, attentionnelles, etc. Pendant notre étude, nous avons trouvé certaines limitations comme la taille de notre échantillon et aussi la présence de différents contextes, les différents enseignants, le temps d'expérimentation a été court ou des difficultés pour contrôler la progression de nos séances dû à des activités externes à notre classe, des sorties, brevets blancs, des problèmes techniques, les problèmes dus au contexte sanitaire, des classes confinées. Mais on pense à des perspectives futures comme élargir le travail
réaliser les activités tout au long de l'année scolaire en les adaptant au contenu des matières, reprendre le processus plusieurs fois, plus que 6 séances. Et pour finir, nous voulions parler aussi de notre expérience personnelle. Quel impact a eu sur notre travail en tant qu'enseignant le fait d'avoir participé à cette recherche et action sur les neurosciences pendant ces 4 années scolaires? Nous pensons que notre regard envers les élèves a évolué. C'est bien de travailler par intuition, on le fait tous, mais le fait d'avoir été guidé, accompagné par Pascal Toscani, d'avoir écouté ses conférences, d'avoir lu tellement de bibliographies aussi sur les neurosciences et l'éducation, nous permet de voir un peu plus clair. Par exemple, comprendre que l'intelligence n'est pas la question, que le QI, le classement des étudiants dans des catégories est dangereux. Chaque personne évolue d'une manière différente. L'importance de rendre l'enfant, les jeunes, actifs, curieux, engagés. Aller à l'école, au collège, au lycée doit être chaque jour un plaisir. Mais en même temps, on doit encourager aussi les efforts. C'est important aussi. L'élève doit comprendre que lire, faire de la physique-chimie, jouer d'un instrument exige du temps, des répétitions, des mois ou des années d'apprentissage. Réviser pour automatiser l'apprentissage. Et en guise de conclusion, que le fait que nous, en tant qu'enseignants, comprenions comment fonctionne notre cerveau et le cerveau de l'apprenant, mais aussi que le propre élève comprenne aussi comment il apprend, ça va les rassurer et que tout n'est pas figé d'avance, que le cerveau continue de créer des connexions neuronales toute la vie. Et ça va nous rassurer et les rassurer et le motiver pour avancer et prendre son apprentissage en main. Et puis, qu'on encourage à tous les enseignants à participer à une expérience comme la nôtre. Et je vous remercie de votre écoute. Alors, ce n'est pas terminé. Nous avons déjà passé un superbe moment. Merci beaucoup pour ce partage explicite, inspirant. Et sûrement que peut-être les collègues auront des questions ou des remarques. En tout cas, vous avez le smile. Il faut dire que les collègues sont tellement investis qu'on peut le dire maintenant. Vous aviez un petit peu le stress, on va dire. Mais en tout cas, un grand merci parce que votre présentation était, voilà, on n'en avait aucun doute avec Pascal. Mais voilà, votre partage est généreux et donne envie. Et quelle chance ont vos élèves. Alors, une première question arrive. Alors, une question, alors du coup, je ne vais pas m'aventurer dans les prénoms parce que souvent, je me trompe une fois sur deux. Alors, question d'Estelle, comment est-ce que vous avez intégré, est-ce qu'en tout cas, vous l'avez déjà fait ou est-ce que c'est un projet d'intégrer justement cette recherche-action, votre réflexion dans le projet d'établissement? Est-ce que c'est quelque chose qui est en réflexion? Alors, le projet d'établissement, nous, on l'a rénové il y a 2 ans. Et c'est vrai qu'on avait participé dans un des thèmes, effectivement, notamment sur la démarche citoyenne des élèves, où beaucoup de collègues étaient intéressés. Alors, c'est vrai que par rapport à notre projet, on ne pouvait pas en parler en totalité à ce moment-là. Mais effectivement, il y a toute une réflexion sur les neurosciences qui avait été abordée. Et je pense que dans beaucoup d'établissements, maintenant, c'est vraiment quelque chose qui fait beaucoup de part entière, en fait, dans la démarche. Donc, dans notre projet d'établissement, il y a une partie, effectivement, associée à l'élève citoyen, dans un des axes, où les neurosciences prennent toute leur ampleur. Associé aussi à la méditation, j'ai vu qu'il y avait aussi une question par rapport à ça, où effectivement ça aussi rentre dans cette démarche de la prise de connaissance de soi avec les élèves. Alors, moi juste, je vous partage mon gros waouh, mon cœur, mon nœud, et avec les collègues, nous communiquions pendant votre présentation sur WhatsApp. Et oui, nous avons pu faire 2 choses en même temps, je vous assure. Mais en fait, un grand merci pour le témoignage de vos élèves.
Parce qu'en fait, avec leurs mots, ils ont été en capacité de parler d'évaluation formative au service de leur apprentissage. Ils ont été capables de parler aussi d'exploration à travers la diversité de documents. Ils ont parlé aussi du gain de temps et puis aussi de la possibilité que vous leur donniez de rendre compte de ce qu'ils savaient faire, notamment en formalisant leur savoir et savoir-faire et faisant appel à leur créativité. Donc, un grand merci pour ce joli témoignage. Et oui, pour répondre à Nathalie, la présentation vous sera envoyée avec l'enregistrement de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à diffuser, à réfléchir avec vos pairs. Tout est accessible. Ah, il y a une question, Pascal, le temps que tu retrouves ton micro. Agnès qui nous demande, oui, les parents dans tout ça, est-ce qu'il y a eu des réticences des parents concernant la modalité d'apprentissage avec l'outil numérique? On a entendu beaucoup les élèves et c'est vrai que c'était vraiment très, très intéressant et je trouve qu'ils ont une capacité à s'exprimer, ces jeunes-là, dans une langue pour lesquelles ce n'est pas toujours la langue maternelle et qui est absolument exemplaire, où je suis toujours absolument incroyablement admirative. Et j'ai envie de dire à vous cinq qui avez entrepris cette recherche-action, et puis je tiens à préciser effectivement comme une action recherche pour les chercheurs que vous n'êtes pas, donc c'est un métier, donc encore une fois, félicitations, et un petit peu dans le sens où je le disais tout à l'heure, l'important c'est que vous ayez grimpé des marches et que ces marches, vous ayez été conscient de les avoir grimpées, et ça, voilà, encore une fois, je vous en remercie. Et j'avais envie de vous poser la question à vous, peut-être individuellement, numérique, pas numérique, alors ne dites pas non, mais l'hybride, c'est bien, c'est une réponse de Normand, excusez-moi pour les Normands qu'il y a dans la salle, mais est-ce que de votre côté, vous penchez plus de l'un ou de l'autre? On connaît les élèves, je trouve qu'ils ont été relativement clairs là-dessus, mais vous personnellement, c'est quoi votre réponse au-delà des résultats que vous allez avoir? C'est vrai que c'est une réflexion qui nous taraude et qui me taraude depuis pas mal de temps, surtout depuis qu'on s'est engagé dans ce projet. Alors, c'est vrai que j'ai envie de dire qu'il faut vraiment, pour moi, ce qui est important, c'est la régulation. La régulation qui va être faite par l'enseignant, mais aussi leur permettre aux élèves l'autorégulation. À mon avis, c'est vraiment fondamental. C'est-à-dire qu'il faut savoir doser. Ça doit être utilisé véritablement comme un outil, un support, mais en aucun cas de manière systématique. Et c'est vrai que dans les changements, quand on passe dans une transition, parfois on a tendance à trop s'enfermer dans un système. Et cette variabilité, cette latitude, elle me paraît fondamentale. Les élèves le disent aussi, et de temps en temps, on est amené à leur dire « vous fermez maintenant cet écran et vous nous écoutez ». Parce qu'il y a ce pouvoir très attractif de l'écran qui parfois… effectivement biaise la capture, la manière d'attraper l'information au niveau attentionnel. Et eux-mêmes en parlent. C'est vrai qu'il y a aussi ce sentiment d'immédiateté qu'on peut avoir en surfant sur Internet, avoir immédiatement tout et son contraire. Et donc, c'est un outil, ça permet de faire plein de choses. Mais encore une fois, je vais me répéter, je pense que la régulation, elle est vraiment primordiale. Donc, ça s'accompagnerait pour toi d'un apprentissage particulier à la discrimination de l'information, forcément. Et juste pour reprendre le propos de Marie et Bénédicte dans le chat qui vous félicite et qui souligne aussi le travail justement collaboratif, on peut même parler de coopération si on reprend le concept développé par Sylvain Connac. Et en fait, voilà, la recherche-action est un moyen aussi d'amener les enseignants à faire communauté, à être communauté. Et oui, les collègues n'étaient pas dans les établissements, ils n'étaient même pas sur la péninsule, certains étaient dans les îles, donc pas évident géographiquement de travailler ensemble, mais pendant 4 ans, les liens se sont tissés et donc ils ont réfléchi ensemble. Et grâce au numérique aussi, vous avez pu construire et mettre en place un protocole expérimental. Donc, un grand merci parce que votre témoignage aussi rend bien compte de tout ce qu'aussi la Mission laïque française cherche à faire et à mettre en œuvre, à mettre en place des communautés apprenantes autour de problématiques identifiées. Et donc, vous avez merveilleusement bien illustré ce que nous cherchons à mener.
Nous aussi, on remercie la mission laïque de nous donner cette opportunité. Et c'est vrai, on a vraiment tissé des liens super intéressants. On était tous les 5 dans 3 établissements différents, mais ça n'a pas empêché de continuer de communiquer. Je dirais que presque la COVID, c'était aussi face à eux son effet positif, parce que les rencontres se continuaient de manière beaucoup plus naturelle après avoir souffert le confinement, donc c'était plus facile d'utiliser les technologies ensemble. Et voilà, et puis on a même la peine d'arrêter de finir ça, donc on a envie de continuer. Et pour prendre quelques questions que j'ai vues là, pour si on a abordé le sujet en interdisciplinarité, c'est vrai qu'on a commencé à le faire vraiment, dans mon cas en biologie et dans le cas des collègues en histoire des arts et arts plastiques. Mais en fait, on voit que vraiment les élèves directement, ils ont d'eux-mêmes parlé beaucoup d'histoire, parce qu'en fait, ils réutilisaient ce qu'ils avaient appris, le flashcard et tout ça, dans les autres matières. Donc, c'était pour nous aussi une surprise de voir leurs vidéos et voir leur avis. C'était intéressant pour nous. Et puis aussi de spécifier que pour 4 d'entre vous, 5, le français n'est pas votre langue maternelle. Et du coup, il y a eu ce bilinguisme permanent pour les recherches. Là aussi, je trouve que c'est une sacrée performance. Bravo. Mais écoutez, j'ai envie de vous dire, s'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres remarques, on va vous dire encore une fois un grand merci. Et en tout cas, c'est des grands soleils. Si on fait une petite météo des émotions, c'est 2 grands soleils. Nous avons passé un super moment. Et je vous dis, moi, à très vite, vous n'allez pas vous débarrasser comme ça. Et merci à tous les collègues qui se sont connectés. On est monté à près de 80 collègues connectés. Donc, un grand merci pour avoir accordé de votre temps si précieux. Merci. À très vite. Merci. Au revoir.